Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des Pépites Vertes, le média qui donne la parole aux jeunes professionnels engagés pour la transition écologique. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Alexandre et Maxime, ou plutôt que Maxime et Alexandre m'accueillent au Fournil pour cet épisode de la série spéciale avec 20 minutes, puisque je suis allée à la rencontre de 5 parcours de jeunes de France cet été pour découvrir les métiers engagés partout dans les territoires de France. Aujourd'hui, on est au Palais, dans la Loire-Atlantique, dans le 44. On n'est pas très loin de Nantes et Clisson, si ça peut vous aider à identifier où on est. Et puis, on va parler notamment de boulangerie et de comptabilité aussi, deux corps de métier qui, vous allez le voir, c'est surprenant, mais peuvent bien marcher ensemble. On va, comme d'habitude, laisser l'épisode se dérouler en 3 parties. Une première partie sur vos 2 parcours, une deuxième partie sur vos métiers qu'on a vraiment envie de comprendre, et puis une troisième partie un peu plus ouverte sur une discussion quant aux étapes d'avancement quand on s'engage dans un projet engagé comme le vôtre. Donc, Alexandre, tu as 31 ans, tu fais le 32, bon anniversaire. Tu es ici boulanger, artisan boulanger, comment on dit, pâtissier, quel exactement ton titre? Boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier. Talmenier. Ah ouais, Talmenier, ok, carrément. Et tu es accompagné, donc j'imagine que tu as aussi 32 ans, du coup, Maxime. Voilà, tout à fait. Voilà, spoiler alerte, nos 2 invités sont jumeaux. Et donc toi, tu es comptable, c'est le métier en tant que tel. Est-ce qu'il y a un autre titre dans comptable, genre Collaborateur comptable, voilà, c'est ça. Vous êtes tous les deux co-gérants de la boulangerie. Exactement. Ok, génial. Je pense qu'on a tout dit, donc on peut y aller et se lancer dans la première partie. On y va ? Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voie? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous, c'est vrai. C'est vrai. Alors, chacune des émissions commence toujours par un retour à 18 ans, donc retour vers le futur. Tous les deux, on repart sur les bancs de je ne sais pas quelle formation vous aviez à 18 ans. On commence par toi, Alexandre. C'était quoi le plan à 18 ans? J'avais fait ma formation en boulangerie déjà et j'étais en pâtisserie. J'étais en formation en pâtisserie. Ok. Et l'objectif, tu avais des rêves de jeune de 18 ans, c'était quoi? C'est celui que je suis en train de réaliser. Je l'avais déjà en fait, je savais déjà que je voulais travailler comme ça, je savais déjà que j'allais continuer en boulangerie-pâtisserie. Donc le rêve a été réalisé. Ah génial, il nous raconte déjà la fin de l'histoire, hein, donc vous pouvez partir maintenant. De ton côté Maxime, 18 ans, t'en es où? C'est quoi l'objectif? Moi j'étais dans les études, j'étais dans le fluide énergétique environnement. Ok. Je faisais un BTS là-dedans et voilà. Et le rêve à ce moment-là, c'était quoi? Je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire, je n'avais pas encore trouvé vraiment ma voie. Ok, et donc tu as pris ton temps pour le trouver. Qu'est-ce que tu as fait après ça? Quelles ont été les grandes étapes de ta formation? Alors j'ai validé les diplômes qui m'ont permis de travailler en bureau d'études sur l'énergie des bâtiments, notamment tous les dimensionnements des climatisations des immeubles de bureaux ou des gros commerces. Et après, j'ai fait une reconversion vers les 22-25 ans pour aller en comptabilité, justement. Ok. Quel a été le déclic pour la reconversion? Alors, ma maman était malade, et ce qui fait que j'ai dû m'occuper de son commerce et notamment de sa comptabilité pour son commerce. Et j'ai adoré ce travail, la relation avec le cabinet d'expertise. Et donc, j'ai choisi de me réorienter dans ce domaine-là. Ok, bon, merci pour ce partage sur ton parcours. De ton côté, dans ton parcours, il y a beaucoup d'expériences pratiques dans des boulangeries partout dans le monde. Est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont marqué plus que d'autres? Oui, elles m'ont toutes forcément marqué un petit peu à leur façon. Après, il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, notamment le Panama. Ok, qu'est-ce qui se passait au Panama? Déjà, on n'a pas tous les additifs à disposition. Donc, on doit réapprendre son métier quand en boulangerie, on va dire, c'est très simple. Il y a un défaut dans le pain, on met un petit peu de poudre de perlimpinpin, mais des petits additifs, des améliorants, peu importe. Mais en fait, on corrige les défauts.
Et dans ces pays-là, on n'y a pas accès. Okay. Donc on doit réapprendre le métier et travailler de façon naturelle. Donc ça, c'était un gros déclic pour se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin de la chimie, on n'a pas besoin de la science. On a juste besoin de connaissances en fait. Et pour ça, il faut s'inspirer de nos ancêtres qui faisaient déjà du très bon pain en fait à l'époque. Okay. Donc ça a été assez... ça m'a forcé, ça m'a poussé dans mes retranchements et puis du coup à réapprendre mon métier et à tout revoir en fait, la façon de faire. Ok. Et tous les deux, vous avez dans vos parcours, chacun à votre manière, un rapport assez fort à l'environnement et à l'écologie. Est-ce que, si on reste sur toi, Alexandre, tu sais me dire d'où ça vient, ton envie de protéger la planète ou de faire moins mal? Déjà, on est à la campagne, ouais. Donc forcément, nous, on a beaucoup plus de contact avec la nature. Après, il y a un petit peu, ça vient aussi au fil du temps. On n'est pas forcément très orienté sur l'écologie quand on est plus jeune, on y fait même un petit peu moins attention. Ouais. Puis au fil du temps, on se rend compte, déjà le Panama par exemple, j'ai visité des archipels qui aujourd'hui n'existent plus, ouais. qui ont été ensevelis par l'eau, donc forcément, pour moi c'était un petit endroit de paradis, il y avait juste du sable, des palmiers, puis c'est tout. Là maintenant, je sais qu'on ne peut plus forcément y aller comme avant. Après, il y a beaucoup de choses qui influent en fait, dans notre vie. Ma mère est décédée d'un cancer, donc le cancer, ça pousse aussi à se poser des questions, d'où ça vient, notre alimentation. Ouais. Donc en fait, c'est un ensemble, je pense, qui forge après notre perception en fait. Ok, merci. Sur quand tu faisais ta formation sur l'énergie, etc., ça veut dire que très jeune, pareil, tu avais aussi cette envie de savoir comment on maîtrise l'impact sur l'environnement? Alors oui, parce que quand je faisais cette formation, on prend en compte aussi la réduction des gaz à effet de serre. On essaye de trouver des solutions qui sont quand même respectueuses de l'environnement. Alors après, il faut respecter aussi le cahier des charges des clients. Mais on essaye à chaque fois de trouver des gens qui consomment moins et qui protègent aussi l'environnement, tout à fait. Ok. Moi j'ai envie de sauter directement dans le sujet de vos métiers, donc je vous propose qu'on passe à la partie 2 et pour ça, il faut qu'on clave. Ok. 1, 2, 3. Bon, alors comme vous le savez, il y a eu plus de 50 personnes qui ont répondu à l'appel à Pépites de France pour raconter leur métier, tous fantastiques, je vous assure, si vous n'avez pas été sélectionnés, franchement j'ai adoré. Mais quand tu nous as écrit, tu as écrit... Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci pour ce que vous faites aux Pépites Vertes. Et c'est cool de voir qu'en fait, on est plein. Et j'ai l'impression que ça va aussi avec ce que vous êtes en train de faire tous les deux en famille, puisque c'est un projet familial. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous lancer ensemble? Peut-être Alexandre en premier. Je me reconnaissais plus dans mon métier en fait. Donc j'ai toujours été passionné par le pain et les gâteaux, pour les produire, mais j'y arrivais plus. En fait, je prenais plus de plaisir à travailler dans les entreprises, même qu'on disait artisanales. Il y a des machines partout, il y a des additifs partout. Et en fait, on n'a plus de contact, ni avec la pâte, ni avec les crèmes. Et du coup, je m'y retrouvais plus. Donc, soit je me lançais, soit j'arrêtais mon métier. Mais je voulais plus continuer, en fait. Je voulais plus me sentir coupable aussi de l'intoxication des clients. Parce que si tous les nutritionnistes disent qu'il ne faut pas manger de pain, il y a une raison. Alors qu'en fait, on peut faire du pain qui est bon pour la santé. Le pain, c'est la base de l'alimentation de l'homme depuis 10 000 ans. Et depuis, on va dire, 70 ans, en fait, on se rend compte que le pain est devenu toxique. Et c'est à cause des boulangers, des meuniers, des industriels, un petit peu de tout. Mais il y a encore une possibilité d'y arriver, en fait, je pense. Ok. De ton côté, Maxime, quand on t'a proposé l'aventure, je ne sais pas comment ça s'est fait, ça a été un gros oui direct ou ça a pris un petit moment avant de se dire on y va? Ah oui, non, c'était un gros oui direct parce que déjà, quand il m'a présenté son projet, j'y adhérais énormément. Et en plus, moi, mes compétences vont plus être dans l'administratif et je sais qu'Alexandre, c'est pas du tout son dada. Donc, non, quand il m'a proposé, oui, directement, j'ai dit allez, on y va et j'essaie de tout faire pour lui faciliter la vie, qu'il se concentre vraiment sur la production, la qualité, le respect de l'environnement, le respect de nos clients et que moi je gère tout ce qui est en fait en coulisses derrière, tout ce qui ne se voit pas spécialement pour qu'il puisse aller au maximum de son art. Ok, génial. Alors il y a une question pareille que je pose tout le temps que les gens détestent. C'est quoi la journée type du boulanger engagé? Et alors, normalement, tu me réponds, il n'y a pas de journée type, mais peut-être qu'un boulanger a une journée type. Il y a des journées, on va dire, les journées se ressemblent un petit peu quand même. Donc la journée type, c'est déjà, quand j'arrive ici, si on est le week-end, je commence par allumer le four à bois qui va demander un temps de chauffe un peu plus important.
Après, je vais récupérer mes pâtes qui étaient en fermentation, en fait. Ouais. Et puis, ben, je façonne. Enfin, je pèse, je façonne, je les mets en pouces. Et après, ben, on enfourne quand le four il est prêt. Et quand j'ai fini la production en fait, de cuire, ben là, je vais faire mes pétrins pour le lendemain. D'accord. Donc ça, c'est la journée, on va dire, type. Après, il y a plein de petites étapes qui apparaissent, qui disparaissent d'une journée à l'autre. Mais la journée type, ça serait ça. Est-ce que tu dirais qu'une journée type de boulanger engagé, on va t'appeler un boulanger engagé, elle est plus laborieuse, plus compliquée, elle prend plus de temps qu'un boulanger classique? Oui. Ouais. Ah oui, alors déjà, parce que ça demande plus de travail. Déjà, je pétris à la main. Ouais. Donc j'ai la même étape que le boulanger, je pèse mes ingrédients moi aussi, lui aussi. Sauf que lui après il met dans une machine, moi j'ai pas la machine, je fais à la main. Donc déjà c'est du temps que je travaille, quand lui, la machine travaille pour lui, il peut faire autre chose. Ouais. Donc forcément ça demande un peu plus de temps. J'ai pas de diviseuse, j'ai pas de façonneuse. Okay. Donc je pèse à la main, je façonne à la main. Donc forcément ça va me demander beaucoup plus de temps. Ça me demande plus d'attention au niveau de mes pâtes, au niveau de mes pains. Ouais. Parce que du coup, lui, avec des farines, on va dire, bien contrôlées, ouais. Il peut faire un peu ce qu'il veut, son pain il sera régulier. Moi, je ne peux pas, je dois vraiment être attentif à l'écoute de ma pâte. Puis c'est la pâte qui décide quand je dois faire ci ou quand je dois faire ça. Okay. Donc même si ce n'est pas du travail en soi, il faut que je surveille ma pâte tout le temps. J'ai toujours un œil dessus. J'ai 30 secondes à rien faire. Bon, on regarde comment elle est. Peut-être qu'elle est bonne à prendre. Peut-être que je vais devoir attendre 1 heure. Donc oui, ça demande plus de temps, puis ça allonge les journées aussi. Bien sûr. Il y a des fois où la pâte est prête, il y a des fois je vais attendre 2 heures de plus. Okay. Donc, ok. De ton côté, Max, tes compétences, elles sont complémentaires, comme tu le disais, avec celles de ton frère. Comment est-ce que dans le lancement d'une entreprise comme celle-ci, tu mets à profit ton expertise concrètement? Ça ressemble à quoi ce que tu fais en termes de compétences? La première chose, c'est de s'adapter à ses horaires. Ouais. Parce que c'est pas évident. Enfin, j'ai mon travail à côté aussi en cabinet d'expertise. Ouais. Et c'est là où c'est pas évident, c'est que moi j'ai des horaires de bureau et que Alex, il a des horaires de nuit. Donc en fait, il dort quand je finis ma journée, lui il dort. Ouais. Et il commence à 22 h. Donc la grosse étape, c'est si je veux lui parler vraiment de l'entreprise, faut pas que je m'endorme trop tôt. Okay. Et que je le contacte à partir de 22 h quand il est en production et profiter en fait quand il est là la main dans la pâte avec le haut-parleur et de remettre à plat en fait les papiers ou d'attendre des journées un peu plus calmes en semaine. Mais voilà, c'est plus l'adaptation en fait, moi qui m'adapte à lui. Voilà, c'est c'est ça. On y arrive. Ne vous disputez pas. Il y avait un sujet dont on parle aussi tout le temps. On a des petites récurrences aux Pépites Vertes qui font que les épisodes se nourrissent les uns les autres. C'est le rapport à l'argent. Puisque dans la transition écologique et en général dans les métiers engagés, il y a souvent moins de financement ou alors les produits coûtent plus cher parce que ça prend plus de temps. Et du coup, il arrive, et j'ai rencontré beaucoup de pépites vertes qui sont moins rémunérées au profit d'un job vachement plus passionnant et plus engagé. C'est un débat qu'on a déjà lancé. Évidemment, c'est pas normal, mais c'est la réalité du monde du marché du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Du coup, je vous pose cette question. Sens versus argent. Aujourd'hui, quel est votre rapport du coup à la rémunération? Comment vous gérez ce rapport à l'argent au sein de votre entreprise, devant les clients et entre vous? Alors déjà, pour commencer, oui, les matières premières sont plus chères. Ma farine tradition en bio, je la paye 2,5 fois plus cher que la tradition en non bio. Ouais. Donc forcément, je ne vais pas vendre ma baguette 2,5 fois plus cher. Personne ne va mettre 2,50 dans une baguette. Ouais. Donc, je réduis sur ma marge, sachant que j'ai plus d'étapes, on va dire, artisanales. Ça me demande plus de temps, forcément, la rémunération, pour moi, elle est moindre. Ouais. Mais après, ce n'est pas ma priorité, parce que du coup, je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Donc, l'argent, ce n'est pas ce qui rend heureux. Par contre, quand on vit de sa passion, si. Ouais, d'accord. Et alors, la vision du comptable, elle est pareille ou elle est un peu différente? Moi, je suis obligé de le ramener à la raison des fois parce que la réalité des chiffres ne trompe pas. Et pour que l'entreprise soit pérenne, il faut quand même faire attention à tout ça. Mais quand on en a parlé avec Alexandre, on avait quand même fait le choix de réduire cette marge parce que sinon, déjà, les clients ne pourraient pas se le payer. Et en plus, pour nous, le produit que l'on fait, on veut qu'il soit accessible à tout le monde. Bien Donc sûr. Évidemment que nos produits, en fait, on fait des marges qui sont beaucoup plus faibles. On essaie de trouver d'autres solutions pour réduire en fait les coûts, mais
pas son travail. Et désolé si tu fais 12 ou 14 heures par jour, mais ça, c'est le comptable. Tu travailles combien d'heures par jour? Alors la semaine, c'est un peu plus calme. La semaine, je commence, il est 2 ou 3 heures et je finis vers midi, midi et demi. Ouais. Et puis les week-ends, je suis plutôt là vers 22 heures et puis je finis pareil vers midi et demi. D'accord. Donc, ok. Et il n'y a pas vraiment de jour de congé. Ok. Et pour terminer sur ces questions du prix, du coup, les baguettes sont quand même un peu plus chères et vous arrivez à l'expliquer? Vous avez un prix du marché, vous êtes là, on veut être le même prix que les baguettes traditionnelles? Je pense qu'on est au prix du marché parce que quand on va dans une boulangerie traditionnelle, une baguette tradition, ouais. Elle est à 1,15 €. Nous, notre baguette, elle est à 1,15 €. Le poids, les poids sont identiques. Oui. Et donc, on a vraiment essayé de ne pas mettre un surcoût et de rogner en fait sur la marge pour que tout le monde puisse l'avoir et que ce ne soit pas un frein à l'achat. Après, oui, bien sûr, sur la rentabilité de l'entreprise, ça joue énormément. Okay. On va continuer la discussion en parlant de toutes les pratiques du coup, que vous avez installées. Et pour ça, il faut qu'on arrive à notre troisième clap. Et je vous propose de le faire maintenant. Cette troisième partie, j'aimerais qu'on parle des différentes étapes nécessaires au lancement d'un projet engagé parce que je pense qu'on ne devient pas radicalement zéro impact sur la planète dès le début et en fait, si ça se trouve, on n'ira jamais. Typiquement, j'ai été lire un peu ce que vous écriviez sur votre site et vous expliquez que non, le chocolat ne vient pas de la région. Donc, est-ce que quand on cherche l'impact positif, on doit arrêter de faire des pains au chocolat? Je ne sais pas. Et je dis pain au chocolat car on dit pain au chocolat dans ce coin de la France. Donc, c'est ça ma première question. Comment, Alexandre, tu as implémenté au fur et à mesure différentes actions qui permettent de limiter ton impact aujourd'hui? Et puis la deuxième question, c'est demain, qu'est-ce que tu as envie de continuer à faire? Donc, qu'est-ce que tu fais déjà aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je fais déjà aujourd'hui? C'est déjà essayer de limiter les déchets. Ok. Donc, on a forcément le tri. On fait le tri. Après, on essaye de récupérer les déchets. Donc, les cendres du four à bois sont redonnées à ma productrice de fraises. Okay. Elles sont redonnées à mon producteur d'œufs pour ses poules. Okay. Le pain dur, c'est pareil. On le donne en fait à des agriculteurs. Alors, les poules, il en prend pour ses poules. On travaille avec une association qui recycle le pain également pour nourrir les animaux. Après, nous-mêmes... Tu peux les citer. Oui, pain contre la faim. Après, nous-mêmes, on recycle une partie de notre pain. En fait, j'ai une machine pour broyer le pain en farine. Et oui, pour en fait, ne pas mettre de pain à la poubelle. Le but, c'est qu'il soit toujours revalorisé. En fait, c'est un produit qui reste comestible. Donc, il y a des moyens en fait, de le revaloriser. Après, on parle également avec une brasserie. Là, pourquoi pas faire une bière avec du pain. Et l'idée, c'est que moi, je récupère aussi de la bière quand ils ont des surplus. Et on envisage même que je récupère leur lit pour utiliser les ferments pour faire un pain avec. Comme ça, je récupère leurs déchets, ils récupèrent les miens. Donc, c'est une entraide, en fait. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a mis d'autre en place? On a déjà travaillé en local au maximum. Alors oui, le chocolat, on n'y arrive pas encore. La poudre d'amande non plus. On ne peut pas non plus être intégralement local. Mais on essaye au maximum de trouver. Donc, c'est pareil, ça demande beaucoup de temps. Au début, j'ai commencé mon beurre, il venait pas du coin. Je travaillais avec un fournisseur, le temps de trouver en fait. Bien sûr. Après, un beurre en bio, parce qu'il y a ça aussi, il y a le côté bio. Donc, nous, avec la certification, je peux pas prendre du beurre local, mais non bio, parce que sinon je perds ma certification. Donc, j'ai commencé par prendre du beurre qui venait de plus loin, puis de fil en aiguille, on cherche, on trouve. Maintenant, j'ai trouvé mon producteur de beurre. Donc, on essaye le meunier, on essaye pareil de travailler avec des meuniers qui respectent nos engagements. Donc, c'est un meunier qui est 100% en énergie renouvelable, qui a encore une partie en hydraulique, ce qui se fait quasiment plus. Ouais. Donc, qui est très engagé. Il travaille avec des blés locaux, en fait. Donc, il ne va pas importer son blé du sud de la France ou même de l'Europe. Ouais. Il travaille vraiment encore local. C'est une toute petite meunerie, mais qui, on va dire, qui respecte mes convictions et puis qui les partage surtout. Les respecter, c'est bien. Les partager, c'est encore mieux. Donc la recherche de producteurs. Après, qu'est-ce qu'on a mis d'autre en place? Déjà le four à bois. Le four à bois, c'est un côté écologique. Le seul carbone en fait qui est dégagé, c'est celui qui a été assimilé dans la vie de l'arbre.
Donc comparé, j'ai également un four électrique à côté, mais pour le moment, après le but ça va être de le changer pour un biomasse. Là on est dans la demande de subvention et puis de devis en fait. Ok. Mais normalement c'est bien parti pour. Après tout se fait par étapes. Mais C'est dur, on ne peut pas se lancer de toute façon dès le début dans un projet 100% respectueux de l'environnement, parce que sinon on peut passer des années en fait à chercher avant de se lancer. À penser le projet, donc il faut se lancer. Et puis après petit à petit en fait, faut se dire c'est là où je suis pas forcément bien, c'est là qu'il faut que je progresse. Et puis une fois qu'on a progressé sur ce point-là, on va sur un autre. Je vois là, j'ai commencé avec une chambre de fermentation. Là, je suis aménagé, j'ai des cuves enterrées où était stocké du vin. En fait, c'était une ancienne cave ici. Donc je connais pas d'autres boulangers qui font ça, il faut être aussi un peu créatif, mais vu que c'est enterré, je peux faire fermenter moi ma pâte sous terre, et j'ai une température constante et du coup je me passe de l'électricité pour ça aussi. Dans toute la partie production, il n'y a pas d'électricité, à part occasionnellement avec le pétrin sur pétrir à la main, on réduit l'électricité. Ouais. En fait, on va par étapes, et dès qu'on a, on va dire, qu'on est en accord avec nos convictions sur un point, on va voir le point suivant, suivant. Et puis je pense que dans 2-3 ans, mon entreprise ne ressemblera plus du tout à ça, on sera encore beaucoup plus loin. Là, j'ai commandé un compost, parce que du coup, je me suis rendu compte, alors déjà au niveau des déchets, je remplis une poubelle tous les 15 jours. Donc c'est déjà pas beaucoup, surtout pour une boulangerie-pâtisserie. Et mon objectif, c'est de passer en fait à une poubelle tous les mois. Donc est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer. On est bien parti pour, je pense. On arrive déjà avec le recyclage, avec la revalorisation de nos déchets. On arrive à... Génial. Et est-ce que vous diriez que, du coup, tu dis on a moins de déchets, on consomme moins d'énergie. Est-ce que d'une certaine manière, du coup, côté finance, ça permet aussi un peu d'équilibrer l'engagement, ou c'est quand? Oui, parce que par exemple, sur les marchés ou dans nos différents points de vente, on a mis en place sur les emballages un système de fidélité où si les gens viennent avec leur propre emballage, plutôt qu'on utilise du carton ou d'autres emballages, voilà, donc on en achète moins, ils viennent, on leur fait un petit tampon, et ils ont une petite pâtisserie, ils ont un petit truc offert en fait, mais ça permet aussi eux de les impliquer, et surtout nous ça réduit aussi les dépenses en fait sur l'emballage. Sur les tickets de caisse, on donne aucun ticket de caisse à nos clients. Alors le ticket CB on est obligé, mais les tickets de caisse on n'en donne aucun. Si quelqu'un veut une facture, on le note, il le recevra par mail dans la journée, parce qu'on essaie de dématérialiser et de réduire, ça c'était mon côté plus administratif, mais de vraiment réduire aussi toute l'utilisation de choses non essentielles qui ne vont pas impacter le produit, mais qui vont impacter l'environnement. Après, les gens sont très réceptifs à la petite carte de fidélité, là, justement, où on leur dit venez avec votre propre boîte, avec votre emballage, et du coup, vous gagnez un tampon, et puis en fait, au bout de 10 tampons, on a ou une petite boîte à pâtisserie qu'on peut réutiliser, justement, ou un sac à pain, ou alors une pâtisserie aussi. Et ça, les gens sont très réceptifs. On a beaucoup de clients qui jouent le jeu, c'est bien. Je pense qu'on en a au moins 1 sur 2 sur les marchés qui viennent avec leurs propres emballages. Ah oui, carrément, c'est énorme. Ok, trop bien. Oui, il y a un vrai engouement. Ouais, et puis vous faites un travail de pédagogie d'une certaine manière en rendant presque les choses un peu ludiques. C'est ça. Et évidemment un peu marketing au-dessus, mais en fait ça fidélise. Il y a un moyen simple en fait de voir si c'est des habitués. Quand ils viennent avec leur propre boîte, on sait qu'ils sont déjà venus. Donc tout de suite le rapport en fait, quand on va les servir, on n'a pas besoin de représenter nos produits. Quand on doit fournir la boîte, des fois on ne sait pas est-ce qu'ils sont déjà venus, est-ce que c'est notre façon de faire. Alors on va réexpliquer, puis ça peut être redondant pour eux aussi. Donc au final, les deux y gagnent, je pense. Ok, génial. On parlait des boulangers traditionnels en début d'émission. Il y en a beaucoup qui sont conscients de leur impact, qui aimeraient faire mieux. Je pense que quand ça fait 10, 20 ans qu'on fait de la même manière, c'est un peu dur de se mettre à changer parce qu'on a été habitué comme ça, on a été formé comme ça. Quels conseils vous pourriez donner aux gens qui travaillent dans l'alimentation et particulièrement en boulangerie-pâtisserie qui veulent se lancer et commencer les premières étapes? Je ne sais pas si tu veux commencer, Maxime. Déjà, de travailler avec des producteurs locaux, je pense que c'est la priorité. Parce que, les boulangeries-pâtisseries sont des petits commerces généralement, et on est un acteur dans l'environnement, dans nos communes, dans les petits villages, alors dans les grandes villes aussi, mais on demande à ce que les clients, on espère que les clients viennent là
plutôt que d'aller dans les grandes surfaces qui ne respectent pas l'environnement, mais on a aussi, nous, cette obligation vis-à-vis des agriculteurs en France. Et donc déjà d'acheter localement, je pense que c'est la première étape dans cette transition. Ok, merci beaucoup. Et de se dire aussi, c'est un engagement, ça va demander un petit peu de temps au début, mais une fois que c'est mis en place, ça ne demande pas plus de temps. Moi, j'ai pas l'impression de faire des efforts particuliers en fait. Mon organisation, elle est mise en place comme ça, et quand je produis, j'ai pas l'impression de faire des efforts plus que les autres. Sauf que une quand fois on que regarde, tu t'es habitué, parce que comme tu le disais quand même, ça prend plus de temps, notamment au lancement, à la main. Mais en fait, une fois que c'est rentré dans ta journée, c'est pas un coût supplémentaire. C'est ça, on n'y fait plus attention. C'est un plaisir en fait. On n'y fait plus attention et ça nous paraît normal en fait. Donc à la finale, il y a un petit peu de temps pour mettre en place, alors de recherche, de mise en place aussi, de formation quand on a des employés ou autres. Mais une fois que c'est fait, on ne fait plus forcément plus d'efforts que les autres. C'est juste qu'après ça roule, c'est la routine et puis donc faut pas avoir peur de passer un petit peu de temps au début, c'est juste au début, après ça roule. Et c'est redécouvrir son métier sous un autre angle et surtout pour ceux qui en ont la passion, c'est vraiment refaire vivre cette passion. Et il y a des plus, parce qu'on peut communiquer vis-à-vis de notre clientèle là-dessus en fait. Donc il y a quand même des plus aussi. Ça fidélise, ça recrée la discussion avec les clients. Oui, et les gens sont quand même de plus en plus réceptifs d'une part, mais demandeurs d'une autre. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à mettre des petites choses en place, travailler local, il y a des tout petits actes, faire le tri. Faites tout ça, ça ne demande pas énormément, on va dire, et ça peut quand même avoir un impact positif, même vis-à-vis de la cliente. Ok. Merci, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai 2 dernières questions pour vous. La première, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider? Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les marchés? Peut-être qu'on a des gens du Grand Ouest qui nous suivent et qui nous regardent. Est-ce que vous avez une page Facebook? Ça fait beaucoup de questions dans une seule question, mais c'est ma spéciale. Alexandre, si tu veux répondre à tout d'un coup. Ok, alors oui, on a une page Facebook, le fournil d'Alex. On peut nous retrouver où des fois on met des petites vidéos de comment on travaille, on met des photos de produits. Où on peut nous retrouver. Après, où on peut nous retrouver justement, on a un petit dépôt de pain juste à côté du palais, à Monnières, donc ouvert le matin de 7h à 13h, sauf le mardi. Et sinon, on nous retrouve le vendredi sur le marché de Clisson, le samedi on fait le marché du Palais et de Vertou, et le dimanche le marché de Valette et de Vertou encore. Et on nous retrouve aussi également dans les épiceries fines. On a une épicerie à Monnières qui fait dépôt de pain pour nous et aussi une épicerie à Médon. Les 2 épiceries sont très engagées en plus dans l'environnement, sur des axes assez bio, local et dans nos convictions. Et donc on peut nous retrouver dans ces 2 épiceries et aussi sur la ruche qui dit oui. La ruche qui dit oui, oui. On serait à Nantes. On va commencer en septembre, donc Nantes à la gare. Et puis sinon, on fait celle de Saint-Germain-sur-Moine de Montfaucon. Ok, la ruche qui dit oui, c'est une solution qui permet de réserver en avance ses produits et de pouvoir ensuite aller les collecter dans un point. Et ça s'appelle une petite ruche. Voilà. Ça permet d'acheter le local en fait. Exactement. Et ça marche aussi dans les AMAP. C'est possible aussi d'aller trouver ça dans des AMAP. C'est 2 solutions si vous êtes intéressé par l'alimentation responsable, parmi plein d'autres qui existent. J'arrive à ma dernière question. C'est une question que j'aime bien puisqu'elle permet de manière circulaire, tout comme l'économie circulaire dont on vient de parler, de fermer la boucle de notre discussion. On repart vous voir à 18 ans. Maxime, tu vas voir Maxime à 18 ans et tu dois lui dire une seule chose, un conseil, un truc qu'il ne doit vraiment pas oublier sur toute sa vie qui arrive. Qu'est-ce que tu lui dis? Crois en ton frère. Je n'irai peut-être pas jusque-là, surtout à 18 ans. Mais non, surtout de foncer, de suivre ses convictions et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Ok, merci Maxime. Toi, Alex, tu dis crois en ton frère? Crois en toi. D'accord. Donc, faut se battre, faut suivre ses convictions, mais que c'est possible. Ok. Génial. Bon, merci beaucoup à tous les deux pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Merci à 20 minutes de l'avoir partagée. Et puis à très vite pour le prochain épisode des Pépites Vertes, l'émission qui donne la parole aux jeunes professionnels engagés professionnellement pour la transition écologique, pour montrer, comme tu viens de le dire, que c'est possible d'avoir un métier qui a un impact positif sur la planète. Merci. Merci. Merci.